Bientôt, un nouvel abattoir moderne à Bamako. Un protocole d'accord a été signé aujourd'hui dans ce sens entre le département en charge des investissements et des partenaires chinois. Communication pour le développement et communication externe et partenariat, c'est le thème retenu par la revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF 2008-2012 qui a débuté ce matin. Au final, les participants vont jeter les bases des nouveaux plans de travail pour la période 2013-2014. Lancement aujourd'hui à Bamako du programme de renforcement des contributions de la société civile à la paix, à la sécurité et au développement du Mali, avec en ligne de mire la recherche documentaire pour partager la nature du conflit au nord de notre pays. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à l'ORTM. La nouvelle est tombée à la mi-journée. Amadou Aya Sanogo a été interpellé ce matin. Pour l'instant, il est inculpé de complicité d'enlèvement de personnes. Nous vous proposerons au cours de cette édition les explications du ministre porte-parole du gouvernement. Mais en attendant, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 27 novembre dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahim Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et puis nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre du Commerce. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création des services régionaux et subrégionaux du commerce et de la concurrence. La Direction nationale du commerce et de la concurrence a été créée par une loi en date du 24 juin 2011 avec pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de commerce, de concurrence, de métrologie, de protection des consommateurs et la mise en œuvre de cette politique. Au terme du décret du 14 juin 2011 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, la direction est représentée au niveau des régions et du district de Bamako par les directions régionales du commerce et de la concurrence, au niveau des cercles et des communes du district de Bamako par les services du commerce et de la concurrence. Le présent projet de décret consacre la création de ces services régionaux et subrégionaux et élargit aux arrondissements la représentation de la Direction nationale du commerce et de la concurrence à travers des antennes. Ces structures permettront de rapprocher le service public du commerce et de la concurrence aux usagers et de procéder à un contrôle régulier des instruments, des mesures et de la qualité des produits, de faciliter l'organisation et le suivi des marchés et d'assurer l'application de la réglementation. Et sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté les projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. L'Observatoire de l'emploi et de la formation est un mécanisme institutionnel conçu pour coordonner la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion de l'information sur le marché du travail afin d'instaurer une meilleure adéquation entre les besoins et les potentialités. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle dispose actuellement de divers mécanismes de collecte et de traitement de l'information statistique dont l'efficacité est compromise par l'absence d'un système cohérent d'analyse des informations recueillies. La création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation permet de corriger cette lacune. Elle s'inscrit dans le cadre du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. En outre, elle met en œuvre la recommandation de l'UEMOA relative à la mise en place dans les États membres d'un observatoire national de l'emploi et de la formation afin d'aller vers l'unification et l'intégration du marché du travail. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, doté du statut d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, aura pour mission de faire de la recherche et des études afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail au niveau national et régional pour une meilleure régulation de ce marché. Les présents projets de texte sont pris dans ce cadre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Sécurité et directeur adjoint de la police
nationale, M. Kassoum Sinenta, contrôleur général de police. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, directeur des finances et du matériel, M. Chaka Bagayoko, inspecteur des finances. Directeur de la cellule de planification et de statistique, M. Isiaka Median Nyambele, professeur de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, directeur des finances et du matériel, M. Oumarba, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et président du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, Madame Maïga Sinadamba, administrateur civil. Directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, Monsieur Amadou Sissé, gestionnaire. Directeur général de l'Institut national de l'ingénierie de formation professionnelle, M. Mamadou Ban, professeur de l'enseignement supérieur. Directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, M. Mohamed Al-Achar Touré, juriste. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, cabinet du ministre délégué chargé du budget, chargé des missions, Madame Penda Oumar Touré, gestionnaire. Voilà Amadou Sankaré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima Diombele. Nous poursuivons avec le cours de ce journal. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi le président directeur général du groupe de la Banque centrale populaire du Maroc, Mohamed Ben Chaboun, est venu présenter au président Ibrahim Boubacar Keïta le plan d'action des 3 prochaines années de la Banque atlantique du Mali, dont son institution est actionnaire. Le PDG du groupe de la Banque centrale populaire du Maroc a par ailleurs réitéré le soutien de son établissement au Mali. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Agali Agagissa. Nous avons eu l'occasion de présenter un peu l'ensemble du plan d'action et du programme de la Banque atlantique du Mali pour les 3 prochaines années, sachant que ce matin même, nous avons eu le conseil d'administration qui a approuvé ces éléments. Nous avons essayé à cette occasion donc de montrer l'engagement de la Banque atlantique du Mali à accompagner les besoins de financement du pays pour l'ensemble des projets structurants qui se dessinent. Et notre volonté, nous, en tant que groupe Banque populaire du Maroc, aujourd'hui actionnaire de référence dans cette banque et engagé dans la gouvernance de la Banque atlantique du Mali, à aller de l'avant pour mettre en place tous les moyens nécessaires pour que cet accompagnement du besoin de financement de l'économie malienne se fasse dans les meilleures conditions. Le plan d'action de la Banque atlantique du Mali est un plan de développement interne, mais qui ambitionne que la place de cette Banque atlantique au sein de ce pays soit plus importante et plus affirmée pour que justement les moyens mis en œuvre, aussi bien sur le plan de l'expertise humaine, des moyens en matière d'accompagnement par les hommes et les femmes du groupe soient mis à profit pour que les besoins de financement du pays, la mobilisation de l'épargne se fassent dans les meilleures conditions. Monde des affaires, toujours, le Premier ministre Oumar Tatamli a reçu hier en audience le président de la Banque ouest-africaine de développement. Entre le chef du gouvernement et Christian Ado-Veland, les échanges ont porté sur la situation de la BOAD. Selon le premier responsable de l'institution financière, depuis 2009, la BOAD a franchi un nouveau palier avec des financements annuels de l'ordre de 300 milliards de francs CFA. La coopération entre le Mali et cette institution remonte à 1984. De cette date à nos jours, la banque a financé 78 projets de développement dans notre pays pour un montant de 329 milliards de francs CFA. C'était donc là avec le Premier ministre Oumar Tatamli. Je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que M. Amadou Aya Sanogo est inculpé ce mercredi 27 novembre 2013 et placé sous mandat de dépôt. Le fait reproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Mohamed Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, est au micro de Garibou Pérou. Nous l'écoutons. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le juge d'instruction du 2e cabinet du pôle économique
placé auprès du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, a inculpé ce jour, mercredi 27 novembre 2013, M. Amadou Aya Sanogo, qu'il a placé sous mandat de dépôt. Le fait reproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. En raison de sa qualité de militaire, l'intéressé est détenu dans les locaux de la gendarmerie nationale en application des textes en vigueur. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, il bénéficie de tous les droits garantis par la Constitution, à savoir le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un avocat de son choix, la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé sans retard, etc. Dans la conduite de cette procédure, la justice a accompli sa mission en toute indépendance et il en sera ainsi jusqu'à son aboutissement. Dans tous les cas, le gouvernement s'est engagé à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. Nul n'est et ne saurait être au-dessus de la loi. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs. Bamako, le 27 novembre 2013. Sur un tout autre plan, 3 jours après le premier tour des élections législatives, le ministère de l'administration territoriale vient de proclamer les résultats provisoires que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Le taux de participation est de 38,49%, un taux faible en deçà des attentes selon le ministre de l'administration territoriale, général Moussa Sinko Koulibaly. Rappelons qu'il y a plus de 1000 candidats en liste pour briguer les 147 sièges du député. Ces résultats seront transmis dans les meilleurs délais à la Cour constitutionnelle. Le président du Conseil économique, social et culturel a accordé une audience aux représentants résidents du Fonds monétaire international FMI pour le renforcement de la collaboration des deux entités. Quelques instants après, il a reçu les membres du Conseil national des ordres professionnels, Mariam Sagara. Avant sa nouvelle programmation, le FMI tient à renouveler ses engagements avec le Conseil économique, social et culturel du Mali. Nous sommes au moment de conclure avec le gouvernement un nouveau programme, un programme sur 3 ans. Et ce programme sera discuté dans notre conseil d'administration le 18 décembre. Une fois tout à fait conclu, je serai en position de discuter les détails de ces engagements. Aton Hop de Beke entend explorer et rechercher des moyens et des stratégies pour relever un défi au Mali, le défi d'une relance des finances publiques à l'échelle internationale après une longue crise. Les membres du Conseil des ordres professionnels, avec leur forte représentativité au niveau du Conseil économique, social et culturel, aspirent à dynamiser leur rôle dans l'espace économique de notre pays. Une raison valable pour s'entretenir avec le premier responsable de l'institution. Les ordres professionnels sont représentés en 4 groupes au niveau du Conseil économique et social et sur 4 commissions. Il y a la commission des finances, sciences et environnement. Le Conseil économique et social, en fait, est l'interface entre les ordres professionnels et les hautes autorités de ce pays. Registre, la mission d'observation de l'Union européenne était face à la presse hier. Les observateurs sont venus faire le point de ce qu'ils ont pu constater pendant le scrutin. Reportage Isaac Thienou. Il s'agissait pour cette mission de faire une évaluation indépendante, objective et impartiale du premier tour des élections législatives. Au dire du chef de la mission, Dileta Mohamed Dileta, ancien premier ministre de Djibouti, des efforts ont été fournis pour améliorer le processus électoral compte tenu des recommandations émises lors de l'élection présidentielle. Dans la plupart des bureaux visités par les observateurs de l'Union africaine, les procédures des votes ont bien été respectées. C'est ici le lieu de signaler que la formation des agents électoraux a été renforcée après l'élection présidentielle. Cependant, un effort reste à faire pour ce qui est de la procédure du dépouillement. Sulia, elle, a apprécié le travail remarquable du département en charge des élections. Elle a formulé aussi des recommandations pour l'avenir. Au gouvernement, réexaminer le cadre légal électoral malien
afin de trouver un système électoral approprié qui encourage une meilleure représentativité des différentes formations politiques et le renforcement de la démocratie. Favoriser une meilleure organisation des plis électoraux afin de faciliter le travail des commissions locales de centralisation des votes. Aux candidats et partis politiques, continuer à privilégier le dialogue et le respect dans l'intérêt général comme moyen pour surmonter les différentes contradictions qui pourraient surgir dans les processus politiques en cours. L'Union africaine a déployé 12 équipes qui ont couvert l'étendue du territoire national. C'était là donc une activité des observateurs de l'Union africaine. Caritas Mali a également participé à la supervision des élections législatives du dimanche dernier. La structure a organisé une conférence de presse pour faire le point sur le constat des 200 superviseurs et observateurs déployés sur le terrain. Isaac Tchenou. C'est dans l'optique d'œuvrer pour la justice, la paix et la dignité humaine, conformément à la doctrine sociale de l'Église catholique, que Caritas Mali, une des structures chrétiennes, s'est engagée pour la supervision des élections au Mali. Caritas Mali a déployé au total 200 superviseurs et observateurs sur l'ensemble du territoire national. Un scrutin marqué par un comportement honorable des électeurs, mais aussi par leur faible participation. Cette faible mobilisation des élections doit interpeller la classe politique, les autorités politiques, mais aussi les citoyens, dans la mesure où il y a à moins de 4 mois pour les élections présidentielles, on a pu relever de longues files devant les bureaux. Dans ce processus des élections de nos législateurs et contrôle de l'action gouvernementale, tout n'est pas encore au point. Des insuffisances sont constatées. Le non-respect des dispositions de l'article 96 de la loi électorale relative à l'affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote et la remise d'une copie du récépissé dûment signé à chaque délégué des partis politiques, des candidats ou des listes de candidats. Caritas travaille dans le domaine de l'urgence et le social. Cette année dédiée à la paix par la conférence épiscopale a amené cette structure à s'intéresser aux élections au Mali, sachant que ces élections constituent une étape décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel. L'association Un monde sans guerre et sans violence déclare que de façon globale, le scrutin du 24 novembre 2013 s'est déroulé dans un climat de quiétude et de transparence conformément au texte de la loi électorale dans les centres et bureaux de vote visités par ces observateurs. Cependant, il faut signaler que les observateurs ont constaté quelques insuffisances qui ne sont pas de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin. Le Fonds des Nations Unies pour la population, Bureau du Mali, vient d'offrir un lot d'équipements au ministère de la Santé et à celui de la promotion de la femme. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu aujourd'hui. Reportage Lamine Keïta. D'un coût total de 500 millions de francs CFA, ce don est composé de 4 ambulances pour la région de Gao, Tombouctou et Mopti, d'équipements médicaux pour la prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, des kits de santé de la reproduction. C'est du matériel informatique et de l'équipement pour les maisons de la femme et de l'enfant au niveau des régions du Nord, mais également pour les cliniques juridiques pour le compte de l'AGM. Donc on ne peut que s'en réjouir. Le FNIAP, qui est un partenaire qui suit nos activités, qui connaît nos besoins, on a défini ensemble avec le FNIAP un certain nombre d'équipements destinés au Nord. Non seulement le FNIAP a répondu à cette sollicitation, mais il a également répondu à des demandes pour servir d'autres services de soutien comme la direction de la pharmacie, du médicament et le laboratoire national de la santé. Le représentant du Fonds des Nations Unies au Mali, FNIAP, a indiqué que sa structure restera toujours disponible pour appuyer notre pays. C'est vraiment un appui qui vient donc de manière ponctuelle compléter ce que nous faisons dans le cadre de notre programme régulier de coopération avec le gouvernement. Mais là, c'était vraiment une requête urgente du gouvernement et nous avons donc essayé de répondre de la manière la plus efficace possible. Le ministre de la Santé a, au nom du gouvernement, salué le FNIAP pour cet appui important. Il a également invité les structures bénéficiaires à faire bon usage du matériel réussi.
Santé humaine, santé animale, bientôt un nouvel abattoir moderne à Bamako, on vous l'annonçait hier, et le projet commence à prendre forme. C'est dans ce cadre que le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, Moustapha Ben Barka, et les responsables de l'entreprise chinoise International Engineering Corporation ont signé cet après-midi un protocole d'accord en vue de la construction de cette infrastructure. Ces partenaires veulent accompagner le Mali dans sa politique de modernisation de la filière viande, c'est ce que nous dit Moussa Fani. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la construction d'un abattoir moderne au Mali. Le projet permettra d'améliorer la productivité et la qualité des produits animaux. L'offre de services va couvrir toute la chaîne de valeur de la production de viande. Il y aura un impact sur le plan social avec la création des emplois. Il y aura énormément aussi d'impact sur le plan économique avec les impôts à payer quand on aura donc un abattoir moderne dans ce pays. Et naturellement, le dernier point qui est important, c'est l'impact que ce projet aura. C'est l'amélioration donc de l'hygiène et des questions donc de santé ainsi concernant les abattoirs pour ce pays. Nous accompagnons ces investisseurs au Mali pour leur fournir les services bancaires dont ils ont besoin pour réaliser leur investissement et développer leur activité. L'infrastructure qui sera fin prête dans 2 ans devra permettre la création de 6 000 emplois dans notre pays. Elle permettra également de favoriser un partenariat public-privé. Ce projet vient apporter une nouvelle technologie, des projets d'industrialisation de la filière viande et bétail au Mali. Comme vous le savez, nous exportons la plupart de notre bétail dans la sous-région et habituellement ce sont des bêtes vivantes. Aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait plus de valeur ajoutée dans ce secteur-là ici au Mali. Ce projet-là, c'est un projet que l'État porte quelque part, certes, mais c'est un projet qui est destiné au secteur privé. La signature de ce document vient renforcer la qualité de la coopération entre la Chine et le Mali. Autre grand titre de ce journal, ouverture ce matin des travaux de l'atelier sur la revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF 2008-2012. Les participants doivent travailler sur les composantes communication pour le développement et communication externe et partenariat. Le but recherché est de jeter les bases d'un nouveau plan de travail couvrant la période 2013-2014 pour la mise en œuvre des 2 composantes. Reportage Nando Dambélé. Le programme de coopération Mali-UNICEF 2008-2012 s'est achevé en 2012, mais le démarrage du nouveau programme a été interrompu par la crise sociopolitique et sécuritaire à partir du 22 mars 2012. Face aux urgences et à l'exacerbation des besoins, notamment au niveau des couches vulnérables, le Mali et l'UNICEF ont convenu d'étendre le programme de coopération sur 2 années supplémentaires, à savoir 2013 et 2014. Il s'agit donc pour les participants à cette réunion de travailler au renforcement des stratégies sectorielles d'intervention et des capacités du gouvernement dans l'appropriation des outils d'analyse et de planification basés sur les résultats et l'approche équité. Ce plan, tenant compte du changement des priorités nationales, est axé sur l'amélioration des conditions d'existence des populations et la mise en route d'un programme de dialogue favorisant le vivre ensemble des communautés. Les résultats attendus au terme de cette revue sont entre autres la validation des principaux résultats obtenus en 2013 par le gouvernement, la discussion avec le gouvernement de la situation des ressources disponibles, le partage du niveau d'exécution des activités 2013 et l'identification des contraintes et priorités du plan de travail 2014. Faisons un tour à Ségou. Là-bas, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité aujourd'hui l'université de la Cité des Balanza. L'objectif de la visite était de s'imprégner des réalités de l'université et d'échanger avec l'encadrement sur la vision du département. Ségou, le reportage de Kandesilla. L'amphithéâtre de l'université de Ségou, visité par le ministre Moustapha Diko, a une capacité de 500 places. L'amphi comprend 2 salles informatiques et quelques bureaux. Le site, c'est un espace de 9 hectares. Pour le moment, une aire de jeu inachevée et une adduction d'eau sommaire occupent l'espace. De ce site à la faculté d'agronomie et de médecine animale, FAMA, et au siège du rectorat, l'université de Ségou demeure encore un vaste chantier. À part donc cet amphithéâtre, il n'y a pas de locaux appartenant à l'université. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de réussi. Et ensuite,
pour les autres installations, pour les autres infrastructures dans les locaux baillés. On ne peut pas dire que ce soit le confort. Une occasion pour le ministre d'échanger avec le personnel et le cadre de l'université de Ségou sur les perspectives et la vision du département qui passe forcément par le renforcement des ressources humaines et des moyens adéquats. C'est la priorité des priorités. La formation des ressources humaines de qualité et des ressources humaines dans les meilleures conditions parce qu'un pays ne se développe pas sans cela. Notons que l'université de Ségou est opérationnelle depuis 2011. Seules 2 facultés fonctionnent sur les 4 prévues, notamment la FAMA et la faculté des sciences sociales. L'université dispose également d'un institut universitaire de formation professionnelle. La cellule d'analyse et de prospective de la primature, depuis un certain temps, organise des conférences-débats sur des préoccupations de l'heure. Celle d'aujourd'hui avait pour thème « Quelle politique agricole pour le Mali à la sortie des crises ?» Mamadou Bagayogo. Quelle politique agricole pour le Mali à la sortie de crise? La réponse à la question nous impose un rappel des impacts de la crise sur l'agriculture. La crise a affecté les circuits d'approvisionnement en intrants. La crise a affecté les circuits de transhumance et la crise a affecté la commercialisation des produits. Le thème de la conférence choisie par la cellule d'analyse et de prospective de la primature a été débattu par des experts et le conférencier. Ce dernier dégage certaines priorités pour la relance de l'agriculture. Il y a une destruction totale de tout ce qui est de magasins, de stockage, destruction totale de tout ce qui est matériel, disons, d'aménagement. Donc il faut rétablir en tout cas ces infrastructures, ces équipements, pour que la production agricole puisse être relancée. Et il faut également appuyer les agriculteurs à différents niveaux pour que ceux-ci puissent effectivement produire correctement. Et l'encadrement a également besoin d'appui. Le chercheur de poursuivre qu'au nord, différents types d'agriculture peuvent être développés, comme le camelin ou encore la production du lait de chamelle pour assurer la sécurité alimentaire. Il faut surtout au niveau du nord qu'il faut reconstruire les bases de la production agricole pour que cette agriculture revienne à la normale et qu'il puisse rentrer dans le schéma global qui est défini par la politique agricole. Il est également essentiel de rétablir la transaction entre le nord et le sud. Monde agricole toujours, parlons de l'or blanc, le coton. La compagnie malienne de développement des textiles a tenu aujourd'hui la 73e session de son conseil d'administration. À l'issue des travaux, 2 résolutions importantes ont été prises. Il s'agit de l'autorisation pour négocier et signer les crédits de campagne 2013-2014, soit crédits anticipés de 30 milliards de francs CFA, crédit principal de 110 milliards de francs CFA. Aussi, des nominations, le conseil d'administration a porté au poste du président directeur général de la compagnie malienne de développement des textiles, M. Kalfa Sanogo. Le président de la communauté portière de San Pedro de Côte d'Ivoire est à Bamako depuis dimanche dernier. Accompagné d'une forte délégation, il est venu échanger avec les autorités maliennes et les acteurs économiques sur les perspectives de développement qu'offre le port autonome de San Pedro. Au cours de son séjour, il a rencontré entre autres le Conseil malien des chargeurs, la direction des douanes et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Hilaire Lamizana est au micro de Mohamed Oldoumamouni. Nous sommes ici à Bamako pour d'abord remercier les opérateurs qui ont décidé de faire passer leurs marchandises par le port de San Pedro. C'est un port qui n'est pas suffisamment connu. C'est un deuxième corridor après celui d'Abidjan qui est offert, qui est mis à la disposition de l'économie malienne. Et dans une deuxième phase, pour nous, il s'agissait de venir échanger avec eux. Tous ces acteurs de l'économie malienne, échanger avec eux sur les perspectives de développement de la place portuaire de San Pedro et voir dans quelle mesure ils pourraient eux également s'inscrire dans ces perspectives-là. Quand ce port a été créé en 1971 par feu le président Félix Houphouët-Boigny, il s'est agi et la mission qui a été confiée à ce port, c'était d'en faire un moteur de l'intégration sous-régionale. Faire en sorte que ce port, compte tenu de son positionnement géographique, qui est plus que stratégique, puisque le port de San Pedro et la ville de San Pedro se situent à peu près 970 km de Bamako. Et quand vous regardez les autres corridors, ces autres corridors-là sont au-delà de 1200 km. C'est une position géostratégique incontestable.
Troisième édition de la caravane Tous et Chacun. C'est mercredi prochain que les hommes de médias retourneront dans le pays profond pour collecter, traiter et diffuser des informations pour aider à lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. C'est ainsi qu'ils feront le voyage de Sikasso et Ségou. C'était d'ailleurs l'objet d'un point de presse animé lundi dernier par le comité de pilotage de la campagne. Kessira Emmanuel Dambélé fera partie de ce voyage. Voici son reportage. Une trentaine d'hommes de presse sillonnant du 27 novembre au 6 décembre 2013, 11 localités des régions de Sikasso et de Ségou avec un intérêt particulier pour les questions touchant la santé de la mère et de l'enfant. C'est en quelques mots la troisième édition de la caravane de presse de la campagne Tous et Chacun. Le thème retenu est pratiques familiales essentielles, des gestes qui sauvent des vies. Nous avons programmé des animations de groupe pour renforcer la connaissance et l'intérêt des ménages dans la prise en charge des soins simples aux nouveau-nés, la méthode des soins mère kangourou, la promotion de la planification familiale, le rôle des agents de santé communautaire et l'implication des leaders communautaires dans les soins essentiels dans la communauté. Ces différentes localités n'ont pas encore reçu la visite de la caravane de presse de la campagne Tous et Chacun, caravane dont sont membres des ambassadeurs au rôle mobilisateur. Dans nombre de ces localités citées, il est prévu également des concerts gratuits au cours de ces activités de grande mobilisation populaire. Des ménages spécifiques sur des gestes qui sauvent des vies seront largement diffusés par les ambassadeurs que vous êtes de la campagne Tous et Chacun. Le Mali a réalisé des progrès en matière de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, mais les efforts doivent être maintenus. C'est ce qu'ont compris les partenaires du ministère de la Santé que sont la Fondation Orange, WaterAid, Plan Mali, Save the Children, World Vision et l'UNICEF. La campagne a déjà pris la route. Recherche documentaire pour partager la nature du conflit au nord du Mali, c'est à cela que s'attelle le programme de renforcement de contribution de la société civile à la paix, à la sécurité et au développement du Mali. Le lancement de ce programme a eu lieu aujourd'hui à Bamako. Moïse Traoré. Le programme de renforcement de la contribution de la société civile à la paix, à la sécurité et au développement ambitionne l'accroissement de la connaissance sur la nature et l'impact de la situation sécuritaire au Mali. Pendant la phase de 2 ans, il est procédé à la recherche documentaire sur les origines du conflit. And prevailing perceptions is not enough. La connaissance sur les conditions qui prévalent dans la région ne sont pas suffisantes. En plus, les données doivent être entendues dans un cadre global. Nous voudrions que ce projet fasse une contribution à cet effet et par le développement d'une stratégie de la société civile fondée sur les contributions à l'égard du processus de paix durable au Mali. Conformément à l'objectif du projet, il est question du renforcement des organisations de la société civile dans le cadre du processus de consolidation de la paix au Mali. Nous sommes confrontés de plus en plus à des défis de souveraineté de nos États, caractérisés par un besoin réel de sécurité physique, de sécurité juridique, de sécurité judiciaire et de sécurité économique et socio-culturelle. Un panel d'experts planche sur des questions telles le micro-désarmement et la réinsertion des enfants soldats dans la vie courante. Auparavant, le lancement a été marqué par un atelier d'échange introduit par un exposé sur la problématique des conflits, cas spécifiques du Mali. De la paix chez soi à la paix dans le monde, mobilisons-nous contre les violences basées sur le genre. C'est le thème de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Journée célébrée le 25 novembre de chaque année. Le réseau Wildaf Mali a saisi cette occasion pour lancer des activités de sensibilisation. Compte rendu, Batraoré. Présentation de sketchs et projection de films sur les violences faites aux femmes. Voilà le temps fort de ce lancement des activités de 16 jours de sensibilisation. Les responsables de Wildaf Mali estiment que les femmes sont victimes de plusieurs sortes de violences. Il s'agit entre autres de cas de viol, de divorce, de licenciement abusif. Pour bannir ces injustices, les femmes ont formulé des recommandations. Nous voulons qu'il y ait une mise en œuvre des engagements de l'État sur la protection et la prise en charge des violences. Et nous voulons, pour l'État, qu'on puisse mettre fin
à l'impunité. Et la représentante du département de la promotion de la femme de rassurer ses concerts de l'appui des autorités du pays. La lutte contre les violences faites aux femmes occupe une place primordiale dans les objectifs du ministère. Au regard de la persistance du phénomène et des exactions qui ont eu lieu dans le septentrion de notre pays, où les filles et les femmes ont connu toutes sortes d'atrocités. La directrice nationale de la promotion de la femme a enfin exhorté les femmes à plus de cohésion et d'engagement dans la lutte pour leur épanouissement. Comment utiliser les pesticides afin qu'ils soient moins nuisibles à la santé et à l'environnement? Cette question cruciale était au centre de la 33e session ordinaire du comité sahélien des pesticides au CRES de Badalabougou. Les travaux regroupent les experts des 13 pays membres de l'Institut du Sahel et leurs partenaires. Compte rendu, Nando Dambélé. Pesticides d'accord, mais santé et environnement d'abord. Telle est la devise du comité sahélien des pesticides CSP, ce qui traduit toute la volonté du comité sahélien des pesticides à opérer une homologation commune judicieuse des pesticides. L'expérience et l'expertise du comité sahélien des pesticides sont aujourd'hui reconnues et sollicitées. Il s'agit pour les participants venus des 13 pays membres de l'Institut du Sahel de réfléchir aux défis à relever. Le choix judicieux des molécules et des produits formulés permet non seulement de limiter les coûts de traitement, mais aussi d'assurer la sécurité de leur emploi. Il n'est point besoin de rappeler que les pesticides constituent un des intrants agricoles indispensables à l'amélioration de la productivité et l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cependant, ces produits qui préservent les cultures des attaques parasitaires présentent de nombreux risques si leur utilisation est inadaptée. L'homologation commune des pesticides dans l'espace SILS est une initiative très regardée en Afrique et dans le reste du monde. Elle reste un acquis depuis 1992. Eau et électricité, une mission conjointe EDEM-SOMAGEP vient de séjourner à Tombouctou. Objectif, expliquer aux consommateurs les nouvelles mesures prises pour mieux satisfaire la demande en eau et en électricité. La mission a saisi cette occasion pour sensibiliser la population sur la normalisation de la reprise des activités des deux sociétés. Il a été également question de la gestion des branchements clandestins opérés pendant l'occupation. Pour plus d'informations, écoutons Tchona Mathiekouné, chef de la mission. Il est au micro de Adama Djimde. Nous avons jugé utile de mener une mission de sensibilisation, d'information sur la reprise définitive de nos activités. En dépit de la grande impatience de revoir la continuité des services électricité et eau, les populations nous ont adressé leurs sincères remerciements pour ce qui est fait depuis, même pendant la crise et au sortir de la crise. Parce que nos sociétés n'ont jamais été absentes pour la normalisation des activités eau et électricité. Et je pense que les échanges ont été très fructueux, puisque vous avez vu, aidés par le gouvernorat et la mairie, les autorités municipales, nous avons pu échanger de façon fructueuse avec les populations diverses. Ce qui compte pour nous, c'est la reprise des activités. L'eau et l'électricité, en continuité, nous demandons le concours de tout un chacun. Et ce concours, au dire de la population, ce concours nous est acquis. Et nous allons voir que progressivement, les choses vont se normaliser. Et les populations qui ont fait des branchements parallèles, des branchements clandestins, ben, les clients ne sont pas des clients. Et à la faveur de la crise, tout cela se corrigera avec l'apport des uns et des autres. Pas forcément financier, mais en termes de déclaration, parce que les branchements clandestins sont facteurs de dégradation du système, du service. Eau et assainissement. La mairie de Sikasso va en guerre contre la prolifération des déchets solides et liquides dans la capitale du Kédougou. C'est en partenariat avec la coopération technique belge. Elle vient de lancer le projet service payant de précollecte des ordures ménagères. C'était hier dans le quartier de Bougou-la-Ville en présence des acteurs en charge de l'assainissement, les chefs de quartier et services techniques Daouda Diakité. Fruit du partenariat entre la coopération technique belge et la commune urbaine de Sikasso, le projet ainsi lancé devra contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations par la limitation des risques sanitaires à cause de la prolifération des déchets solides et liquides. Ce projet vient à bon escient dans la mesure où les populations conscientes aujourd'hui de leur santé savent bien qu'il n'y a pas de santé sans propriété. 6 quartiers centraux de la commune sont concernés par cette phase test du projet
des services payants de la précollecte des ordures ménagères. La coopération belge appuie la mairie de Sikasso depuis 2002. Donc il y a eu plusieurs réalisations, principalement un centre d'enfouissement technique. Et depuis, nous continuons à également consolider la filière parce que la mairie seule ne peut pas tout faire. En prenant la parole, le représentant du préfet Daouda Togola et celui du directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Sikasso, Yaya Sidibé, se sont dit fiers des efforts de la coopération technique belge pour Sikasso, comme en témoigne la réalisation de la décharge finale pour près de 2 milliards de nos francs, avant d'inviter la population à s'acquitter correctement de leur redevance de ramassage des ordures pour la pérennisation du processus. La remise des matériels de précollecte aux GIE partenaires et aux chefs de quartier a mis fin à la cérémonie. Voilà, les brouettes sont déjà en main. Évaluer la campagne agricole 2013-2014 et recueillir l'avis des producteurs, tels sont les objectifs d'une mission de suivi de la campagne agricole qui a sillonné les cercles de Massina et Ségou. Compte rendu, Fousséni Samake. Visite de champs de riz, de mil et de riziculture ont été les temps forts de cette mission de la Direction nationale de l'agriculture à Massina et à Ségou. De façon générale, la campagne a été confrontée à quelques contraintes qui ont affecté les rendements dans les champs. Globalement, nous pouvons dire que l'hivernage qui s'achève en zone office du Niger est satisfaisant dans l'ensemble. Mais en tout cas, dans les casiers, à part quelques poches d'inondation, dans l'ensemble, vraiment, la campagne a bien donné. Partout où on a rencontré les producteurs, ils sont d'accord avec nous quand même que là où ça n'a pas marché, il faut mettre en œuvre des actions de contre-saison, notamment le maraîchage. Si au niveau des zones de la Direction régionale de l'agriculture de Ségou, les producteurs des cultures sèches ont des inquiétudes par rapport au rendement, par contre, en zone office du Niger, les producteurs et l'encadrement se félicitent du bon déroulement de la campagne. Dans le cas de cette année, nous aurons une production moyenne par rapport à la production, surtout la production des cultures céréalières, mais des sèches. Mais pour le riz, quand même, nous sommes dans une bonne année. On dit que cette année, c'est l'année du riz. Signalons que cette mission de suivi de la campagne agricole a été initiée par la Direction nationale de l'agriculture en partenariat avec l'Office du Niger et le service sémencier national. Un reportage de Foussé Didiara. La fin de la première journée du championnat national de football a été marquée par la victoire de l'ASB sur l'ISFAS 1-0. C'était au stade Omnisport Modibo Keïta. C'est ce que nous dit Assa Soumari. Ce dernier match de la première journée, ASB ISFAS, s'est déroulé dans un stade Omnisport Modibo Keïta quasiment vide. En première période, les deux équipes vont multiplier des corners infructueux et en ratant des occasions de but. 0-0 à la pause. De retour sur le gazon, les militaires ne parviennent pas à rentabiliser les opportunités qui se sont offertes à eux pendant le premier quart d'heure. Après avoir résisté aux assauts de l'USFAS, l'ASB se montre plus réaliste en marquant à la 68e minute par Adama Diarra. 1-0 pour les jaunes de l'ASB. Les militaires vont courir derrière l'égalisation, mais ne réussissent pas. Score final 1-0 pour l'ASB. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. On va se remettre en cause et on va travailler en fonction de ça. Bon, les enfants, ils ont perdu beaucoup de ballons. Les attaques ne sont pas aussi fortes. Et voilà, nous allons nous remettre en cause pour préparer ces lacunes-là. Et vraiment, je tiens d'abord à remercier vraiment les jeunes parce que vraiment, ils ont quand même respecté un peu vraiment les consignes. C'était pas facile pour nous avec certains partants vraiment avec des nouveaux joueurs. Il fallait d'abord tout de suite vraiment leur imposer vraiment un football simple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour la deuxième journée, l'ASB sera face au COB et l'USFAS en découdra avec le Nyanan de Koulikoro. Voilà, après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie de remise du rapport du vérificateur général au président de la République, une cérémonie qui s'est déroulée hier à Koulouba. Sur ce prend fin ce journal, vous l'avez compris, un journal décalé aujourd'hui en raison de la retransmission en direct des résultats provisoires du scrutin du dimanche dernier. Demain 10h, 13h, retrouvez Kayatou Kone. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.